La deuxième fonction, c'est la fonction relationnelle. La fonction relationnelle, c'est vraiment, je dirais, toutes les responsabilités associées à la fonction relationnelle représentent le fluide qui relie l'ensemble, ou le mot m'échappe, mais elle a cette importance-là, elle relie un peu tout et elle est à la base, je dirais, de la persévérance des apprenants. On mentionne ici qu'un apprenant réalise ses apprentissages à partir des interactions avec son environnement et en particulier avec toute la composante humaine qui s'y trouve. Donc, tous les membres de l'équipe de formation à distance sont donc impliqués là-dedans. L'apprentissage, il ne faut pas oublier que c'est un acte social et qui vise l'autonomie de l'apprenant. Mais on reconnaît au début que l'apprenant a besoin d'être tenu par la main, qu'il faut l'accompagner. Donc, si on prend le cas de l'enseignant, pour que l'enseignant puisse établir une relation significative avec un apprenant, il faut qu'il mette en place un climat de confiance et que cette confiance soit réciproque et qu'il y ait une application partagée dans ce climat, dans ce contexte de climat de confiance-là. Donc, le défi à relever, en fait, c'est à la fois d'installer ce climat de confiance et de bienveillance et de continuer à assumer son expertise à la fois disciplinaire, pédagogique et d'accompagnement, la dernière étant vraiment celle qui touche le relationnel. Faut pas oublier que l'enseignant est en position naturelle d'autorité, ce qui fait que le défi vient de là aussi. On ne veut pas devenir l'ami des apprenants, mais en même temps, on veut quand même amener un climat de confiance et de bienveillance. Donc, l'enseignant doit faire montre de son expertise relationnelle et pour ça, il va identifier les besoins de l'apprenant pour pouvoir en tenir compte. Il va aussi essayer de renforcer son sentiment d'auto-efficacité et il va documenter stratégiquement la relation qu'il est en train de construire avec son apprenant. Donc, tous ces éléments-là sont au cœur de la fonction tutorale relationnelle. La première touche la compréhension proactive et stratégique des besoins pour une relation d'accompagnement durable. On l'a dit, les portraits scolaires, personnels, professionnels et technologiques étaient là pour faire en sorte de donner de l'information sur les apprenants, de la formation spécifique à chaque apprenant, ce qui fait que ces éléments-là vont permettre à l'équipe du service de FAD, donc à chacun des membres, de pouvoir intervenir au bon moment et de la bonne façon auprès des apprenants. Quand on a la bonne information, on agit de la bonne manière. On perd moins de temps aussi. Il y a un défi de pouvoir centraliser ces informations-là et de les mettre à jour, donc de les garder à jour, de les partager entre les membres de l'équipe. Tout ça dans le but de comprendre vraiment les besoins des élèves. Donc, il faut les documenter, les centraliser, les partager. Un portrait personnel, ça comporte, juste pour donner une idée, là, ça comporte en général deux volets. Il y a un volet qui est plus sociologique, hein, qu'on connaît avec les photos, les coordonnées, des informations d'identification, etc. Mais il y a un volet qui est plus centré sur la personne, comme on l'a dit, qui touche le contexte personnel, qui entoure aussi sa présence aux études. Là-dedans, on a des éléments sur son milieu de vie, ses contraintes de temps, sur ses raisons d'avoir choisi la FAD pour étudier, sur son profil d'apprenant aussi. Vous verrez dans le site de référence, il y a des éléments plus spécifiques par rapport au profil d'apprenant. Donc, portrait
personnels, des éléments importants pour pouvoir connaître mieux ses élèves, ses apprenants. Le portrait professionnel, on a le projet de formation de l'apprenant qui s'y trouve. Ce projet de formation qui est mené par les conseillers d'orientation permettent de comprendre les motivations de l'élève, ses aspirations, des objectifs individuels, faire un bilan de certaines de ses compétences en tant qu'apprenant, identifier des stratégies de réussite qui lui correspondent à lui, et l'échéancier dont on parlait, qui lui permettra à lui de savoir, de pouvoir suivre sa progression et de développer en fait son autonomie. Je l'ai mentionné déjà, mais c'est un processus qui est non linéaire puisque le projet de formation va évoluer en fonction du vécu de l'apprenant au cours de sa formation. Et c'est là que, je dirais, l'enseignant même a un impact sur l'évolution de ce projet de formation en fonction des résultats de l'élève aussi dans la matière. La responsabilité 2, en fait, touche la recherche proactive de solutions pour une relation d'accompagnement durable. La recherche proactive de solutions, en fait, ça commence déjà par inciter les apprenants à demander de l'aide. Il faut leur rappeler que c'est une priorité de demander de l'aide quand on en a besoin. Ça fait partie de l'autonomie. Il faut être très explicite sur les façons de faire cette demande d'aide-là. Ça fait partie, exemple, du premier contact que l'apprenant a avec l'enseignant. C'est une discussion qu'il peut avoir avec lui pour dédramatiser la demande d'aide. Ces éléments-là sont documentés dans la littérature. C'est un frein. Il y a les apprenants ont peur de demander de l'aide, ont peur d'être jugés. Donc, il faut casser ça dès le début. Il faut vraiment essayer d'en parler le plus vite possible, puis d'expliquer comment fonctionner. On amène aussi l'apprenant à comprendre la demande d'aide, parce que c'est pas demander de l'aide à n'importe quel moment dès que j'ai un petit problème. Il y a un processus qui est proposé, qu'on peut expliquer à l'apprenant. Identifier la difficulté, chercher une solution par soi-même, faire une demande à l'enseignant ensuite en précisant la difficulté et ce qui a été essayé. Ça, c'est l'élément qui est important. Il faut montrer qu'on a essayé de faire avant de demander de l'aide. Mettre en application les pistes proposées, confirmer à l'enseignant ensuite que tout fonctionne. Donc, un processus qui vient un peu formaliser la demande d'aide, mais en même temps aussi la dédramatiser. Au niveau de la compréhension des problématiques, il y a la notion qui ressort, la notion d'empathie cognitive. En éducation, l'empathie cognitive intentionnelle. En fait, l'empathie, c'est une forme de décentration où on ressent ce que notre interlocuteur ressent, on comprend ses émotions, on comprend où est-ce qu'il en est. L'empathie cognitive intentionnelle, pourquoi intentionnelle en éducation? Parce que c'est une posture que les membres d'une équipe de formation à distance, et en particulier l'enseignant, doit avoir une posture d'écoute, de compréhension active, orientée vers l'accompagnement de l'apprenant. Donc, c'est intentionnel. Et l'idée, c'est de favoriser le sentiment d'appartenance, l'implication et en bout de ligne, la réussite de l'élève. Donc, écouter l'élève pour vrai. Être là pour l'élève, pour l'apprenant pour vrai. La troisième responsabilité, la documentation stratégique, c'est une responsabilité qui est très importante. J'attire votre attention sur la citation de Robet ici, l'idée là, c'est qu'on documente pour faire en sorte de pouvoir mieux accompagner.
d'enlever un peu une vision stéréotypée des apprenants qu'on a. Mais en même temps, on est toujours entre se dire, est-ce que j'en fais assez ou est-ce que je n'en fais pas trop? Il faut toujours avoir ça en tête et ça nous permet justement de consigner stratégiquement les éléments qui vont vraiment nous aider à intervenir de la bonne façon au bon moment. Donc, la documentation stratégique, c'est quelque chose qui est très important et auquel il faut s'arrêter pour pouvoir accompagner les élèves de façon personnalisée. La valorisation du travail en réseau. Il y a deux types d'activités qu'on peut proposer aux apprenants. Il y a des activités qu'on dit fatigue. En fait, c'est des activités dont l'objectif est de développer des liens entre les apprenants. Dans ce lot d'activités-là, il y a des activités brise-glace qu'on peut mettre en place et qui, lorsqu'on fait participer aussi certains membres de l'équipe FAD, ça permet de pouvoir les présenter, d'associer qui fait quoi. S'il y a des demandes d'aide à faire, les apprenants mettent un visage sur les personnes. Donc, c'est des activités qui apportent une plus-value. Et il y en a d'autres qu'on propose, et en particulier, le fait que les apprenants en formation à distance ne sont pas dans une bulle. Ils font partie d'un centre de formation. Ce sont des apprenants comme les autres. Ils ont un mode de formation qui est différent, mais comme les autres. Ce qui fait qu'on peut penser des activités qui normalement sont dévolues simplement aux apprenants en présence. On peut penser à les adapter pour faire en sorte que l'ensemble des élèves, des apprenants du centre de formation, peu importe le mode de formation, puissent être présents. Remise de méritas, remise de diplôme, c'en sont des exemples. Puis il y a les activités référentielles qui sont des activités qui touchent l'apprentissage comme tel. Dans la littérature, on mentionne dans un mode collaboratif. Ici, il y a des propositions pour pouvoir en faire avec des sous-groupes d'apprenants qu'on cible spécifiquement pour ça. Dernière responsabilité, le soutien au développement d'une approche relationnelle. En fait, l'idée en arrière de tout ça, c'est que chaque minute investie dans une communication synchrone ou asynchrone avec un apprenant, donc dans une communication, doit compter. Il faut tout faire pour que ça compte. Ce qui fait qu'on peut se donner une structure d'entretien qui va faire en sorte que ça compte, et en particulier la structure qui est proposée ici tire profit de la documentation stratégique qu'on a pu faire. Donc, vous pourrez aller lire cet aspect-là. Et il y a des techniques de communication aussi qui peuvent être utilisées, notamment donc se former à ces techniques-là pour pouvoir, comme je le disais au départ, faire en sorte que dès qu'il y a un moment de communication, ce moment compte, serve et de l'impact sur la relation avec les élèves.